Alors bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dialogue humain. Et avant de commencer, j'ai envie de vous remercier. Vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux à écouter Dialogue humain et ça m'aide énormément à faire connaître effectivement ce message qui est de parler avec des dirigeants, des dirigeantes qui dirigent avec le cœur, pas seulement avec un tableur Excel. Donc aujourd'hui, je suis accompagné d'Olivier Barrault et je vais vous raconter en quelques mots son histoire avant de débuter. Grain de sel, c'est une histoire de montée en puissance. On va parler ensemble de ce binôme magnifique, familial, et ils n'en sont pas à leur première aventure. Nous sommes en Bretagne, à Lannion, dans les Côtes-d'Armor, et on va parler de la torréfaction de la baie. La marque transitoire point de départ de l'aventure Grain de Sail. Et Grain de Sail, c'est comme un grain de café, comme un grain de cacao, comme un grain en mer, et sail comme la voile en anglais. Donc on va parler de ce chocolat mythique, de la torréfaction, et de la Bretagne. Et depuis 2012, à Morlaix, en Bretagne, l'aventure Grain de Sail incarne une vision audacieuse et précurseur, concilier le plaisir gustatif, le plaisir du goût, la qualité artisanale et l'engagement environnemental. Donc c'est une entreprise très intégrée qui fait à la fois de l'agroalimentaire et du transport maritime au sens marine marchande. Et puis l'idée fondatrice, on va en parler, elle est simple et radicale à la fois. Aller chercher le café et le cacao à l'autre bout du monde, en limitant au maximum les émissions de CO2 grâce à un moyen de transport aussi ancien qu'actuel, le voilier cargo. Et puis en 2020, l'entreprise met à l'eau son premier voilier cargo, Grain de Sail 1. On va en parler. Puis la chocolaterie s'ouvre en octobre 2021 et c'est une montée en puissance sur laquelle on va faire un zoom ensemble aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous accueillons Olivier Barrault, cofondateur de Grain de Sail. Donc vous allez découvrir un dirigeant qui est guidé par une vision long terme, qui navigue avec l'intuition, l'exigence technique et l'engagement écologique qui est chevillé au corps et au cœur. Et donc à la croisée du monde industriel et maritime, il incarne un type d'entrepreneur visionnaire capable de penser l'expansion sans renoncer au sens. Donc après une expérience dans les énergies renouvelables, après avoir aussi vu la case du fortement carboné, Olivier a évolué vers le développement éolien, terrestre au démarrage, offshore, avec des parcs offshore à plusieurs millions d'euros avec son frère, Olivier et Jacques. Ils ont travaillé ensemble pendant plus de 8 ans, notamment sur le parc de Saint-Nazaire, de Saint-Brieuc. Et en 2010, tu t'es gratté la tête, Olivier, pour décarboner le transport maritime suite à une rencontre avec un paludier de Noirmoutier qui vendait du sel et qui voulait le transporter de manière décarbonée. C'en est fini pour l'intro. Olivier, bienvenue dans Dialogue humain. Merci. Qu'est-ce que tu as pris au petit déjeuner, Olivier? J'ai pris du thé, mélangé avec un peu de miel, un peu de confiture et des céréales. Donc personne ne fait ça, mais j'ai croisé des Anglais à une certaine période et ils avaient une façon assez originale de faire leur petit déjeuner et ça ne m'a pas quitté en fait. Voilà, c'est une sorte de mélange un peu bizarre, mais c'est très bon. Voilà. En tout cas, ça nous met l'eau à la bouche. La première question que j'aime bien poser, Olivier, elle est toute simple. C'est vraiment de te demander comment tu pourrais te présenter succinctement à ta sauce. À ma sauce, je suis, je pense quelqu'un d'assez passionné en fait à la base. Je ne vais que vers les sujets qui ne m'intéressent, enfin qui m'intéressent vraiment. Mmh. J'essaye de donner du sens à ma vie, et de me rapprocher de la personne que je suis vraiment. J'essaye pas d'être, quelqu'un d'autre en tout cas, voilà. Donc je fais ce que je veux vraiment faire. Mmh. Mmh. Et donc j'ai un parcours de vie, comme tout le monde, et j'essaye pour ce que j'ai trouvé de bien, en tout cas dans ma vie, d'essayer de retrouver ces valeurs dans des projets que je crée. Donc les grains de sel quelque part, c'est, ouais, c'est un peu ça, ouais. Mmh. Super. Grain de sel, c'est aujourd'hui un projet qui est reconnu aussi comme une marque précurseur. Heu, Comment tout ça a commencé?
Bah, ça a commencé par une rencontre avec, Stéphane Guichen, tu en parlais tout à l'heure, là, c'était un saulnier, donc c'était pas un paludier. Le paludier, D'accord. c'est à Guérande. OK. Saulnier, c'était, donc à Noirmoutier. Il produisait son sel avec, ses petits bras et le soleil et il le transportait avec des camions, pétrole, donc ça lui convenait pas, en fait, et il se dit: «Tiens, faut que je trouve une autre idée pour, avoir, quelque chose de plus environnemental, finalement». Oui. Et il me dit: «J'ai trouvé un vieux gréement à Paimpol, viens voir, je sais que tu t'intéresses à des projets environnementaux, si ça te dit, viens m'aider à monter ça». Et donc je vais sur le bateau et puis 2 heures après, je lui dis: «Écoute, l'idée est sympa, mais le sel, ça vient pas d'assez loin, pour justifier de l'utilisation de navires à voile». Il y avait juste, 150 kilomètres à tout casser, hein, entre Noirmoutier et les côtes, bretonnes. Mmh. Et en plus, le navire sur lequel on était sans doute le pire voilier que j'ai jamais vu. C'était une véritable poubelle, un bateau dangereux, enfin et c'était un navire qui clairement, n'avait quasiment aucune qualité et OK. surtout pas celui de faire un travail de transport efficace. OK. Au sens, un peu, finalement industriel du terme, c'est-à-dire avec, fiabilité, Mmh. avec sécurité Oui. et donc avec un coût, tenu, on va dire, voilà. Mmh. Donc ce jour-là, je lui dis: «Écoute, c'est mort, on va pas faire ça», mais ce jour-là, de façon très intuitive, quasi, vibratoire, on va dire, j'ai senti que, j'allais forcément, sans doute m'intéresser, à ce sujet-là Mmh. et il se passerait quelque chose, en fait, autour de ça. Donc je lui ai dit: «Écoute, on se revoit dans une semaine, je réfléchis de mon côté, tu réfléchis du tien, et on va essayer d'élaborer quelque chose autour de ce principe-là». Et en fait, c'est parti comme ça, c'était juste une, petite discussion comme ça et on s'est revus régulièrement, et avec, Stéphane et puis un autre qui est arrivé après, un gars qui s'appelait, François Liron, on a commencé à monter ça. Ça a pris pas mal de temps. Au début, ça s'est plutôt pas mal passé en termes d'élaboration des idées et cetera. Mmh. Et puis après, il a fallu, quand même vraiment réussir une mise en œuvre plus efficace du projet. Et là, il a Mmh. fallu que je mette, Liron, un peu à part parce que, il n'y arrivait pas. Donc là, j'ai fait rentrer mon frère, jumeau, Jacques? Jacques, qui est Mmh. arrivé. Donc Qu'on la salue. société a été fondée en 2012. OK. On a commencé à monter une petite torréfaction et puis, après quand j'ai vu que, ça marchait pas et que j'étais prêt en fait à clore le projet, hein. C'était en Mmh. 2014, 2015 et là je me suis dit: «Tiens, Mmh. il faut à tout prix que je sois, finalement épaulé par, quelqu'un qui sait réaliser de la mise en œuvre en fait, d'idées». Et Jacques, mon frère jumeau, Mmh. qui déjà avait travaillé avec moi dans l'offshore, Mmh. était un peu ce mouton à 5 pattes, capable de non seulement d'organiser, mais réussir à faire, courir les gens, avec lui, en fait. Mmh. C'était quelqu'un qui était capable d'entraîner, en fait, les gens. Ce que, son prédécesseur était, absolument incapable de faire finalement, c'était, Mmh. bah, voilà, quelqu'un qui avait des problèmes personnels, je pense et donc ça se ressent Mmh. énormément, en fait, dans la conduite d'une entreprise donc Mmh. voilà, Jacques est arrivé et quelque part a vraiment, sauvé l'entreprise parce que moi j'avais pas ces qualités, Mmh. on Vous vous complétez on vraiment, se ouais, de ce que je complète comprends. vraiment, voilà. Ouais. Moi je suis plutôt, ouais, créatif, j'aime Mmh. bien, j'ai sans doute un côté un peu visionnaire, oui, ça c'est Oui. sûr. J'avais des fonds également donc Mmh. j'étais capable de financer ce projet-là. Oui, tu avais valorisé les actifs qui te permettaient Ouais, de déjà, j'avais cédé une entreprise, quelque temps avant, mmh. le groupe, j'étais l'un des cofondateurs du groupe, Nasewind, en fait et Mmh. donc on avait fait, pas mal de boulot dans l'éolien terrestre et l'éolien offshore Mmh. et voilà, donc avec ces fonds, je voulais pas, mettre ça sur, des comptes qui rapportent, tout seuls. Ça m'intéressait pas du tout. Je voulais vraiment, heu, finalement créer des projets, avec ces fonds et donc c'est ce que j'ai fait avec Grain de Sail. Oui. Mais voilà, ça se fait jamais tout seul et entre une idée,
Une idée, c'est, on va dire, 20 peut-être Bien sûr. de ce qui forme un projet qui fonctionne. Mmh. Les 80 c'est de la mise en œuvre et si on s'entoure pas de personnes vraiment compétentes, sur diverses compétences, hein, on n'y arrive pas tout simplement. Ça, c'est génial, ce Et ce que c'est tu une dis. question de compétences techniques, mais Mmh. c'est également une question de savoir-être et le savoir-être est très important dans une entreprise. C'est une question purement humaine. Mmh. Si, comme ça s'est passé au début, tu développes une boîte avec, quelqu'un qui a finalement des problèmes perso, des problèmes d'ego, absolument incroyables, Oui. ça ne peut pas fonctionner en fait, tout Mmh. simplement. Et on va vraiment dans le mur dans ces cas-là et donc là, c'est l'humain qui peut détruire un projet, voilà. Donc c'est pour ça que j'ai dû faire rentrer Jacques et heureusement, hein, s'il n'avait pas été là, le projet était mort, hein, tout simplement donc voilà, ça se fait pas tout seul. C'est génial. Merci d'amorcer là-dessus, Olivier et puis on va aussi parler de ça, hein, finalement, c'est quoi la méthodo, hein? C'est ce que j'ai écrit sur mon calepin, pour passer de l'idée au réel dans un projet, aussi dimensionnant. Mais avant ça, j'ai une petite question. Heu, L'histoire de Grain de Sel, on va en reparler, et cetera, mais avant ça, on sait que vous êtes partis à New York. Quand on est breton, quand on regarde en face, et on voit New York. Pourquoi New York? Qu'est-ce qui a motivé cette destination, dès le départ, symboliquement, stratégiquement? Qu'est-ce que tu vois? En fait, on avait décidé, dès le départ, relativement tôt dans le projet, de transporter avec, enfin l'idée de départ, c'était un voilier, hein. C'était clairement de reconstruire donc des voiliers, marchands, donc vraiment Mmh. d'abord voilier et cargo OK. après. C'est pas cargo voilier, Oui. c'est voilier cargo parce qu'on voulait OK. faire des purs voiliers. C'est très précis. D'accord, ouais. Voilà, Ouais. on avait donc, dans l'idée de décarboner au maximum le transport, maritime. Mmh. Mais pour ce faire, on s'est dit que, avant de construire un navire, il fallait savoir, ce qu'on allait mettre dedans et Mmh. donc on a décidé de transporter des produits qui, si possible, venaient de loin, donc contrairement au sel, par exemple, voilà. Mmh. Des produits, qu'on ne pouvait pas produire ici, évidemment, autrement ça aurait strictement, aucun sens et des produits dont raisonnablement, à peu près personne avait envie de se passer. Donc les cafés et les cacaos sont très vite, apparus comme étant, une sorte Clairement. d'évidence. Tous ceux qui nous écoutent sont sûrement, bien d'accord. Absolument, voilà et donc on aime bien ces produits, tout le monde les adore, donc on va les transporter, mais on va les transporter de façon écologique. Et donc on a d'abord commencé en 2013 par construire une torréfaction de café, puis une chocolaterie en 2016, et le navire est arrivé en fait, à la fin. C'est-à-dire, on a d'abord créé le besoin de transport, Mmh. café et cacao, et on a construit le navire à la fin. Très compliqué de construire un navire, Mmh. Tu peux nous raconter c'est un peu c'est pas simple. comment ça se passe? La construction d'un navire, il faut d'abord, le dimensionner, correctement par rapport aux besoins et il faut, tout imaginer de A à Z parce que, un navire, voilier cargo normé marine marchande, ça ne se Mmh. trouve pas sur une étagère dans un magasin. Il Clairement. faut intégralement, en fait, le concevoir et ça a été, quand il est sorti en 2020, le premier voilier cargo normé marine marchande au monde. Et ça n'a Waouh! pas été simple, du tout parce que, donc j'avais justement encore mon premier associé là, qui avait, quelque part dans la société, qui a été remplacé par Jacques après, mais qui était Mmh. toujours là dans la boîte, Mmh. qui s'est occupé de développer ce programme et qui nous a mis en très grand danger finalement, en ayant planqué, finalement, des problèmes très importants sur la construction, en essayant quelque part de se sauver les miches, Mmh. et il a repoussé les problèmes le plus longtemps possible jusqu'à ce que je finisse par les découvrir, OK. et là, ça a été une catastrophe pour l'entreprise. On s'est rendu compte qu'il avait, vraiment fait des erreurs, absolument invraisemblables, en fait et donc Mmh. là, il a fallu tout reprendre. Donc on a fait J'allais te rentrer demander, un gars qu'est-ce qui qu'on s'appelle fait? Loïc Briand. Donc Ouais. là, ce qu'on fait, c'est on dit: «Stop, Ouais, stop. stop, là maintenant, c'est terminé». Donc OK. il a quitté l'entreprise Mmh. et il a été remplacé par Loïc, Briand, donc qui est, l'actuel directeur de Grand Sail Shipping, donc l'armement maritime Mmh.
et il n'avait pas de brillant que le nom. Il était effectivement très bon et surtout, c'était un sachant dans la marine marchande. Il était capitaine illimité. Il avait une capacité à raisonner de façon, analytique, Mmh. très efficacement. Et donc il a su finalement relever ce défi de reprendre totalement le dossier et de faire, aboutir finalement, ce projet. Et donc là, oui, faut surtout pas imaginer que c'était une partie facile à jouer, Ouais, voilà, j'imagine c'est que c'était pas une promenade de santé, non, non, une c'était pas une partie promenade de facile santé. à jouer. Et donc pour en revenir à la question de New York, en fait, c'est très simple, on partait donc, dans l'idée chercher nos matières premières donc, en Amérique latine, on va dire, on avait un hub, logistique, sur, la République dominicaine et donc pour ne pas partir à vide, Mmh. on s'est dit: «Tiens, qu'est-ce qu'il y a en face?» Et quand on regardait en face, on voyait New York et New York, en fait, c'est quand même, l'une des routes commerciales les plus, intenses en termes d'export, de la France vers, les États-Unis et donc on a commencé à exporter des produits, c'était des vins, en fait, au début, Mmh. donc qui nous appartenaient pas, enfin, on les a achetés d'ailleurs et on les a revendus là-bas OK. et on a donc exporté des vins, au début, puis après importé donc nos cafés, nos cacaos, voilà. Mmh. Et comme ça s'est plutôt pas mal passé, qu'on a acquis de l'expérience avec le grain de Seil 1, on a Mmh. fini par en construire un deuxième grain de Seil 2 donc qui est Mmh. sorti en 2024, voilà. Et donc tout ça pour dire que, voilà, New York, c'était assez évident et que la construction de navires, voiliers cargo, c'est quelque chose de très complexe et dans des projets complexes comme ça, moi, je suis issu du monde industriel, mon frère également, il faut y aller progressivement et donc on construit d'abord, un navire de petite taille. C'était un très gros voilier, déjà 24 mètres, ça commençait à être conséquent, mais c'était évidemment un très petit cargo. Mais on Mmh. a tout appris en fait avec ce 1er navire et on a continué d'apprendre en construisant le Grand Sail 2 Mmh. qui est 2 fois plus long, 2 fois plus large, 2 fois plus haut. Donc là, on est à 52 mètres. Et là, on Mmh. travaille sur le Grand Sail 3 qui va faire entre 110 et 140-150 mètres. Mmh. Là, c'est encore une autre échelle On va en parler. et Ouais. si on construisait from scratch, hein, donc sans expérience, un Grand Sail 3, on serait absolument sûr de faire toutes les conneries du monde. Donc c'est pour ça que, chez Grand Progressivement, Sail, on y étape va par étape. toujours étape par étape. Mmh. C'est génial. On va parler du grain de sel 3 parce que c'est évidemment au central. Mmh. Moi, je trouve ça, commotionnant. Enfin, je trouve ça, bouleversant quand j'ai appris en tout cas la création, de ce bateau et j'ai vraiment, très envie d'en parler. J'aimerais bien qu'on parle aussi de la théorie du donuts, qu'on parle aussi d'entrepreneuriat avec Ouais. tout ce qui s'est passé pour vous. Avant ça, j'ai une question qui est vraiment importante pour moi. J'ai entendu que votre père était éducateur en milieu, spécialisé. Des ouvriers en situation de handicap fabriquaient des téléphones, ça fonctionnait très bien Mmh. et vous aujourd'hui, vous intégrez, des ouvriers, de l'ESAT de Morlaix ou peut-être même ailleurs en tout cas qui sont disponibles, pour travailler notamment sur du packaging. Ouais. Ça fonctionne très bien. Ma question c'est, est-ce qu'il y a une cause, qui vous tient à cœur? Voilà, comment tu pourrais me parler de ton système de valeurs de à grain de sel? Il y a il y a des origines en fait, finalement à ce projet, Grand Sail. Mmh. Hem, Si, un jour sur le navire, totalement pourri, que j'ai visité à Paimpol, il s'est passé quelque chose en termes d'intuition, Mmh. c'est simplement que j'ai senti qu'autour d'un projet comme ça, je retrouvais sans doute, pas mal de choses en moi, Mmh. qui résonnaient finalement et même si ce jour-là, j'ai pas compris que c'était ça, en fait. Mais l'intuition, c'est ça, en fait, c'est finalement Mmh. être avec, soit, une personne ou parler d'un projet et là, tout d'un coup, vous vous sentez, en fait, en phase avec ce projet. Tu te dis: «Tiens, c'est marrant, ça me parle vraiment, ça me fait quelque Mmh. chose, ça me touche, il y Oui, a un truc qui se passe». oui. Généralement, en fait, c'est qu'il y a une forme d'alignement donc entre ce qu'on projette de faire et ses propres valeurs et ses propres valeurs, elles sont simplement constituées, par le parcours de vie et on aura croisé, des événements, on aura croisé des gens, on aura croisé des situations, on aura vu pas Mmh. mal de choses
et certaines de ces choses, t'auront parlé, t'auront plu, et tu les auras, mis, dans une case en fait, hein, dans ta tête et puis un jour, tu croises une autre situation, tu te dis: «Ah mais là je me sens à l'aise en fait avec ce sujet. Ce sujet finalement c'est moi, j'ai déjà croisé en fait tout ça». Et Mmh. Grain de Sale, Ça me je m'en parle. suis, aperçu, plusieurs années après en fait, c'était finalement exactement ça. OK. Nos parents, Jacques et moi, mangeaient bio dans les années 70, c'était très disruptif à Précurseur. l'époque, précurseur, voilà. Donc on avait une sensibilité quelque part environnementale. Mes Mmh. parents produisaient du cidre également. Mmh. Ils ont développé une petite cidrerie artisanale, donc de OK. produits bio, de cidre d'excellente qualité. Mmh. Donc là encore, travailler dans l'agroalimentaire pour nous, c'était quelque chose de déjà un peu connu, Mmh. dans l'agroalimentaire et dans l'environnement finalement avec des produits bio. Hem, Mon père pendant une bonne partie de sa vie, a travaillé au CAT de Mini-Tréguier, donc Mmh. à encadrer du personnel en situation de handicap. Et donc nous, quand on allait le chercher au boulot ou quand on allait là-bas, on croisait des handicapés qui nous connaissaient, et donc pour nous, en fait, c'était quelque chose de très naturel, en fait, voilà, ça ils étaient cool, ils étaient vachement sympas en plus, ils nous reconnaissaient, enfin il y avait un truc qui se passait, finalement à chaque fois. C'était chouette tout simplement, Mmh. et surtout mon père me disait: «Mais tu sais, faire travailler de la main-d'œuvre en situation de handicap, sur des projets X, Y, Z, Bien sûr. quand c'est bien organisé, en fait, ça marche très bien». Mmh. Et donc chez Grain de Sale, on a utilisé, les AT de Morlaix, et en fait, c'est même pas un sujet. Ça fonctionne très bien, tout simplement. Mmh. Donc j'encourage toutes les entreprises qui hésitent encore là-dessus à le faire parce que c'est même pas une question, finalement. Bien sûr. Hem, Après, je me suis, passionné pour, certains sports nautiques, en tout cas, et Tu fais du kite, je crois, ouais, de la planche? kite, planche à voile Ouais? surtout, beaucoup. OK. Et j'ai fait, énormément de parapente également, donc J'adore. Moi tout ce aussi. qui, touche finalement à l'énergie du vent, c'est quelque chose Mmh. qui me parlait depuis, très longtemps, et même en tant que musicien, j'avais fait le Bagad de l'NBWay pour faire mon OK. service militaire, et je suis toujours, saxophoniste aujourd'hui. Je joue dans la fanfare La Oiseau, qui est un peu Tu connue dans joues le dans la coin, Oiseau? oui, oui, voilà, donc Excellent. OK. et Donc donc Antoine là, aussi. encore une fois, instrument à vent, donc j'ai clairement une passion pour le vent et ce que ça permet de faire. L'énergie du vent, elle est incroyable, OK. et je suis, J'adore. énergéticien également, donc OK. j'ai fait génie thermique et énergie, puis de l'achat industriel après, enfin voilà, Mmh. et quand on prend le projet Grain de Sale, ça comprend finalement toutes ces briques-là. Donc le projet Grain de Sale n'est pas né non plus par hasard. C'est juste finalement, le prolongement de moi-même, je pense le prolongement de la personne qui est Jacques, également, Bien sûr. et c'est un projet qui, par sa nature, par aussi sans doute, hem, le fait qu'on était très, liés finalement à ce projet-là par notre propre parcours. Il y avait donc une forme de sincérité quelque part, donc on était à notre place Mmh. à développer ce projet-là, et ça, c'est important parce que cette sincérité, cette cohérence, cette homogénéité, fait que ça crée des effets d'entraînement, et qu'on peut avoir des gens qui, vont adhérer non seulement au projet, mais adhérer à ce que nous, on véhicule également comme message, comme, Mmh. volonté de faire et de développer, et donc ça on a attiré des personnes, très compétentes finalement autour de ce projet-là, donc voilà, et là, c'est l'effet d'entraînement. Ouais. Mmh. J'ai 3 mots que j'ai notés: sincérité, alignement, Oui, effet d'entraînement. Ça fait 4 mots ouais, ouais. et tout ça au service de produits d'excellente qualité. Mmh. Jacques Barrault, ton frère, il a dit, le 23 octobre 2024 dans Bretagne économique: «L'équilibre d'une entreprise au XXIe siècle s'établit entre son impact économique et écologique». Comment est-ce que vous traduisez ça concrètement, cet équilibre dans vos décisions stratégiques à Grain de Sale? Bah, on parle, pour, raccourcir, on parle souvent de politique, RSE,
Mmh. Quand j'ai monté ce projet-là en 2010 et enfin fondé en 2012, la RSE, je ne savais même pas ce que c'était en fait. Mmh. Et quelque part, ça m'intéressait pas de le savoir. J'ai vraiment, essayé de monter ce projet-là avec, ce qui résonnait le mieux en moi, avec une vraie logique finalement, Mmh. RSE avant l'heure. Donc l'environnement pour moi, c'était une évidence. Si on ne prend pas soin de la planète, on ne prend pas soin de nous-mêmes. Donc, c'est quoi le sens? C'est strictement, Oui. Déjà au sens philosophique, ça c'est a clair, strictement aucun sens. ouais, Donc, voilà, ouais. il faut évidemment protéger l'environnement dans lequel nous sommes, parce que nous sommes nous-mêmes l'environnement. Donc, Oui. il faut prendre soin de la planète, prendre soin de soi finalement. Et après donc, la politique, sociale également de l'entreprise, RSE, c'est responsabilité sociétale des entreprises. Il faut travailler les aspects sociaux. On parlera peut-être de la théorie du donut tout à l'heure, mais c'est Oui. très intéressant pour comprendre ça. Mmh. Et évidemment les aspects financiers parce que, quoi qu'on puisse, faire, si financièrement on ne réussit pas à rendre, autoporteur un projet, X, Y, Z, Mmh. il n'existera plus un jour et on finalement ça n'aura pas fonctionné. Donc, il faut trouver également l'équilibre économique. Après il y a différentes façons enfin les curseurs peuvent être positionnés de plein de façons. Il ne s'agit pas, quand on parle d'équilibre économique, de faire cracher, la boîte énormément et de distribuer des dividendes, absolument colossaux. Nous, Mmh. on réinvestit tout dans l'outil de production. OK. Moi, j'ai pas touché de dividendes jusqu'ici, très loin de là. Mmh. Pourtant, je suis assez, embarqué dans le projet, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est intéressant, tout ça, c'est des Et choix. c'est un choix. Tout ça, ce sont des Voilà, décisions. c'est un choix. Ouais. Ce sont des choix, des choix et des décisions qui font sens. C'est très important. Et donc c'est comme ça qu'on réussit à construire, des projets, Mmh. sans doute un peu différents, mais on n'est pas les seuls, hein, à travailler sur des projets, qui travaillent un peu la RSE finalement. Donc, Mmh. OK. mais oui, on est assez reconnu pour ça, oui. Clairement. Et ben, tu as parlé de la théorie du donut, effectivement, qui s'appuie sur 9 limites environnementales, Oui, qu'il ne faudrait pas dépasser pour vivre de manière durable, sur notre planète. Je crois qu'on a plafonné déjà, un 7, certain nombre de plafonds, 7. 7. Et peut-être tu pourrais nous en parler, comment cette logique, d'équilibre, elle se traduit aussi, chez Grain de Sale, aujourd'hui? Bah, la théorie du donut, c'est, en gros essayer alors peut-être un peu simplifier finalement, l'impact de l'homme sur la planète. Donc, ça va, des émissions de CO2 évidemment, jusqu'à, l'effondrement de la biodiversité, l'acidification des océans, la pollution des eaux douces, la production de déchets, la couche d'ozone, j'en passe et des meilleurs. Enfin, il y a Mmh. vraiment tout un ensemble en fait de limites. Sur les 9 limites aujourd'hui, on en a plafonné 7. On est Mmh. vraiment très, très fort quand même, ça Ouais, il y a c'est pas de désastreux, il y a pas de doute. ouais. C'est un désastre absolu, mais on continue en plus, hein, on est plutôt Mmh. content de le faire. Et s'ajoute à ça le plancher social, donc qui vise à ce que, l'être humain donc, ait un minimum de ressources, ressources, alimentaires, avoir une maison pour, dormir, avoir accès à la culture, avoir accès à l'éducation, la Mmh. parité, hommes-femmes, des salaires, Absolument. décents et cetera. Donc, Mmh. il y a tout un ensemble également donc, de critères, on va dire, sociaux. Et l'idée, donc, l'idéal, Mmh. c'est de ne dépasser donc, aucune des dimensions, environnementales. Donc, de ne pas aller au-delà de ces limites, planétaires, et de ne pas défoncer le plancher social également, donc d'essayer d'être au-dessus. Mmh. Et le plancher social est très important parce que parler à quelqu'un qui a très peu de moyens, qui a donc des problèmes de fin de mois, Oui, lui parler de problèmes de fin du monde, on comprend tout de suite qu'en fait, il n'en aura évidemment rien à cirer et il clairement. aura parfaitement raison. Oui, Moi, le premier, si j'ai pas de quoi, bouffer dans mon assiette, c'est tous clair. les jours et que je dors pas sous un toit, au sec, les problèmes environnementaux et de fin du monde ne vont pas me concerner, en fait, tout Mmh. simplement. Donc, tout est lié.
Et c'est pour ça qu'une entreprise responsable doit, éviter autant que faire se peut donc, de défoncer les limites, planétaires à son échelle et Mmh. créer, des conditions sociales qui soient les plus favorables possibles. Voilà. C'est ce Mmh. que Grain de Seil en fait, essaye de faire à son échelle. Hem et c'est très sympa, voilà. L'écologie, l'environnement, le social, c'est pas une punition, c'est quelque Mmh. chose de Oui, parce qu'on pourrait tout de suite d'agréable. dire: «On tombe dans l'écologie punitive, on Non, n'a non, plus le non, non, droit non. de un, 2, 3». Non, vous voyez pas ça du tout comme ça? L'écologie ne peut pas être en fait, punitive. Si elle est punitive et c'est un problème de nature humaine, hein, l'humain, réagit, quand même globalement plutôt mal sous la contrainte. Il réagit mal, quand on le montre, du doigt. Il réagit, beaucoup mieux lorsqu'il y a une notion quelque part de progrès, de plaisir, de sens. Donc il faut rendre en fait ces contraintes qui restent des contraintes, il faut les rendre désirables. Et c'est là tout le challenge évidemment, mais l'être humain est fait comme ça, on est fait comme ça et ça sert à rien d'essayer d'échapper à ça. Des contraintes, il y en aura, parce que de toute façon notre monde, pille les ressources, pollue massivement, donc il va falloir, trouver le moyen et on est en train de le faire, hein, donc trouver le moyen de Mmh. réduire cette pression environnementale, mais il faudra le faire de façon habile pour que ces idées puissent passer. La montée actuelle du populisme, nous montre en fait qu'on s on c'est son enfin, on s'y est pas bien pris en fait, Mmh. c'est certain, ouais. Mmh. Merci Olivier pour ouais, ce partage sur la théorie du donut. Je pense qu'on comprend mieux, ce que c'est aussi et Oui, comment Grain de Sel s'inscrit, voilà, dans le sillage, voilà. Et et ce n'est pas qu'une concrètement. question on parle par exemple beaucoup aujourd'hui des réductions de CO2 et Mmh. c'est évidemment un vrai sujet, mais l'effondrement de la biodiversité est sans doute un sujet même encore plus important, Mmh. même si les 2 sont d'ailleurs, totalement liés, Oui, mais oui, ils sont vraiment, Heu, c'est le CO2, c'est évidemment absolument central, mais il y a mmh. tellement d'autres problèmes également que, faut regarder ça, vraiment objectivement, hein. Oui. C'est un énorme problème, et donc il faut s'y coller. En même temps, il y a tout à faire, donc c'est formidable, il faut rester enthousiaste, il faut rester, positif et se dire que, on y arrivera, en tout cas, on n'a pas le droit de ne rien faire. C'est vraiment Mmh. surtout ça. On est actuellement dans une phase de déni, je trouve, de plus en plus, Mmh, 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 importante. mmh. Sur le siège passager, Ouais, 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 observateur, mais et bah, passif. là, Trump est un exemple absolument, effarant, je trouve, mais bon, ça existe, hein, donc c'est quelque part, enfin, les États-Unis, ont sans doute merdé un peu dans leur, système éducatif, par exemple. En tout cas, Trump, Mmh. lui, voit le problème, je pense qu'il en est conscient, mais il préfère, dire qu'il n'existe pas. C'est finalement beaucoup plus simple. C'est ce qu'on appelle le déni, hein, déni environnemental. Basiquement. Si tu as une emmerde, tu dis que cette emmerde n'existe pas et finalement tout va bien. Ce qui ne résout évidemment absolument pas le problème, et en France, ces idées-là, font également leur chemin et c'est assez triste, hein, mais c'est comme ça donc ça montre qu'il faut faire attention en fait avec ces problèmes qui finalement, stressent les gens et Mmh. leur font peur. Il faut essayer de plus donner l'envie en fait d'aller vers des solutions de progrès, et faire attention à ça, ouais. C'est intéressant pour tous les entrepreneurs, qui nous écoutent, effectivement, tous les dirigeantes, les dirigeants, donc oui, la performance, est compatible avec le sens, avec l'engagement, Oui, s'il y a effectivement ces futurs désirables et donc la manière c'est de ça. le rendre désirable aussi quelque part. Et donc il y a le CO2, il y a le fait de produire des produits bio, par exemple. Mmh. Le bio n'a pas du tout l'impact environnemental que peut avoir, l'agriculture, traditionnelle intensive. On n'utilise pas d'engrais, chimiques, on n'utilise pas de produits phytosanitaires et cetera. Donc Mmh. on n'a pas les impacts négatifs sur la biodiversité, par exemple. Ça, c'est très, très, très important. Donc Mmh. c'est tout un ensemble finalement de choses, Grain Sail finalement, a un peu des étendards que sont ces navires à voile qui émettent, effectivement, très, très peu de CO2. Mais il y a beaucoup plus de choses que ça en fait derrière, dans l'entreprise.
La chocolaterie, par exemple, est une chocolaterie, qui utilise des produits bio, donc voilà, on l'a dit, mais qui Mmh. est très optimisée en termes de consommation d'énergie. Elle est très bien isolée, on a de la ventilation double flux, on a de la pompe à chaleur, on a des panneaux Mmh. solaires sur le toit. On fait énormément de récupération d'énergie, froid-chaud à plusieurs endroits. Mmh. Et c'est ça qui fait également donc la performance environnementale du groupe. C'est pas seulement une histoire de navire, c'est moi je suis thermicien énergéticien, donc voilà, Mmh. je me suis quand même appliqué à produire des ensembles et des bâtiments, performants. Au niveau social également, donc on a permis aux salariés de détenir des actions de l'entreprise au travers d'une société de participation qui s'appelle Grain de Sale Participation. OK. On n'a jamais versé de dividendes et on a également, ça c'est je pense intéressant, une échelle de salaire compacte dans l'entreprise. Ça veut dire quoi? Compacte, ça veut dire que le plus bas salaire dans l'entreprise est au minimum 18 au-dessus du SMIC, ça c'est la base, et le salaire le plus élevé, qui est celui de mon frère, qui est directeur général de l'entreprise, a un facteur 3 par rapport à ce SMIC, plus 18. Mmh. Pour faire un parallèle, donc OK. cette échelle de 1 à 3, ce sont des recommandations de l'Oxfam, qui sont, je trouve, intéressantes. Et si on se compare au groupe, Stellantis, à l'époque où, Alvarez, était, toujours le PDG, Mmh. il avait le record français, je crois, avec un rapport de 1 à 1 150 entre le salaire le plus bas et son salaire. Alors je veux bien croire que ce gars-là était compétent, même si ça a été, un peu remis en cause, derrière, Mmh. mais je ne pense pas qu'il était 1 150 fois plus compétent qu'un ouvrier à la chaîne. Ça, faudra m'expliquer donc, et il ne faut pas s'étonner qu'il y ait des problématiques sociales si on procède comme ça. C'était un salarié, en fait, ce gars-là, il n'était pas actionnaire, il Absolument. n'avait pas pris de risque, en fait. Mmh. Un actionnaire qui voit sa valorisation, augmenter parce que son entreprise se porte bien, quelque part, on n'a pas grand-chose à dire, voilà. Mmh. Mais un salarié qui touche, autant, non. Mmh. Non. C'est intéressant et puis vous avez obtenu aussi, la certification B Corp il y a peu de Oui. temps, et cette nouvelle étape-là, c'est cette reconnaissance quelque part B Corp, ça change quoi dans votre manière d'envisager l'avenir, même le présent déjà? Ça change, pour nous, pas grand-chose parce qu'on l'a obtenu tout simplement parce qu'on était en capacité de l'obtenir. Ça, c'est la chose la plus importante et que, ça faisait logique, en fait, pour nous, Mmh. surtout d'ailleurs sur le marché US, Mmh. d'avoir, la certif, B Corp parce qu'elle est très reconnue également là-bas, Oui. mais en France, hein, également, hein, et c'est la Alors félicitations certification déjà. la plus, costaud finalement Ouais, à avoir donc c'est clair. il est important en fait d'avoir une société dont, on peut défendre les valeurs, qui porte des valeurs et qui a des résultats, objectifs, Mmh. intéressants. Il est important de le prouver Mmh. et l'obtention d'une certification aussi, difficile à avoir que la certif, B Corp, Mmh. c'est juste un coup de tampon finalement qui, rapidement, en fait, va convaincre, les divers interlocuteurs que vous avez pas affaire à quelqu'un qui simplement, a de beaux discours, mais qui, effectivement, a Mmh. construit un projet qui a de grandes valeurs, oui. Je pense que c'est important déjà de te dire aussi, félicitations à toi et à toutes les équipes, effectivement, Ah Grain de oui, Sale oui, pour ce coup de tampon hyper, important. c'est pas du tout, en fait, là, c'est moi qui fais l'article, hein, devant le devant le micro, mais très clairement, il y a Jacques, évidemment, mon frère, mais il y a Mmh. Loïc Briand, je l'ai cité et il y a Mathieu Rioux, enfin, qui est également, qui s'occupe de la partie, grain de sale, logistique, il y a Christine Gary, qui s'est occupée de la certification et Pierre Maroudi et enfin tous ces cadres, Julia qui est aux achats, enfin, il y a
énormément en fait Mmh. de Ouais, personnes. On est c'est plus de 95, je crois maintenant. C'est mmh. clairement un projet collectif. Mmh. En aucun cas, je me permettrais de Bien de sûr. de dire, que, voilà, Grain Sale, c'est moi. Ce ce serait Je l'ai d'un perçu ridicule, dès le en fait, départ. absolu, Ouais, voilà. ouais, ouais, bien sûr. Mais c'est important, en fait, hein. Ouais. J'entends beaucoup Oui. de discours, ça peut être, politique, ça peut être, oui, prendre des Mmh. entreprises, voilà, «J'ai fait ci, j'ai Mmh fait mh, mmh ça», mh, mmh. c'est très courant chez les politiques, ça me gêne d'ailleurs, beaucoup, Mmh. le «je», attention, vaut mieux dire «nous», en fait, «on a fait», collectivement. Et c'est ce C'est que j'ai perçu oui. aussi chez toi et là, c'est plus, les intervieweurs qui parlent, c'est cette importance du «nous». Bien Cette sûr. importance du «nous», aussi en termes de leadership. Il y a des dirigeants qui nous écoutent aussi, des dirigeantes Mmh. et Grain de Sel, c'est né d'une intuition forte, voilà et aussi d'une capacité à entraîner des équipes, des partenaires, des clients, des actionnaires, des investisseurs. Oui. Qu'est-ce qui fait qu'un entrepreneur arrive à embarquer, durablement autour de lui? Ouais, embarquer, entraîner, Entraîner? c'est-à-dire, Mmh. avoir des gens qui, sont derrière toi, en fait et tu voilà, tu dis: «Tiens, viens donc à mes côtés, viens cavaler, avec moi. Tu vas voir, on va bosser beaucoup, mais tu vas te marrer, tu vas apprendre Ouais. des choses, tu vas vivre une aventure et le samedi soir au bistrot, tu seras content de raconter ce que tu fais». Et ça, c'est important, en fait. C'est, l'effet d'entraînement, Mmh. je pense qu'il ne peut se produire, on l'a dit un petit peu au début de Oui. l'entretien et il ne peut se produire que s'il y a un alignement de valeurs entre le projet que tu vas, Mmh. driver quelque part et tes propres valeurs, en fait. Et ça, Mmh. les gens le sentent très vite, en fait. C'est vraiment une question de sincérité dans le propos, Mmh. le projet quelque part, c'est toi, mais c'est pas toi au sens c'est toi qui as tout fait, non. Oui. Le projet, c'est le prolongement de toi-même, quoi. Ouais, c'est y a ça. pas de problème, c'est on comprend quand on me connaît que j'ai pu monter un projet pareil et ça, Mmh. c'est très important parce que ça donne confiance évidemment, et on n'a pas affaire à quelqu'un qui, est finalement dans l'imposture ou Oui. qui est là Un par, masque et pur, costume, ou l'ego. opportunisme, Ouais, voilà, ouais. il faut pas avoir de problème d'ego évidemment. Ça, c'est Mmh l'un mh. des j'en ai fait la triste expérience avec, le premier associé dont on parlait tout à l'heure. Les Oui. problèmes d'ego dans une entreprise sont absolument, catastrophiques, hein. C'est intéressant ça comme sujet, Et ouais, ça ouais. fait fuir les gens, en fait, hein, Oui, tout simplement, hein. ouais. C'est, les gens qui essayent, maladroitement, en plus souvent, parce qu'ils ne comprennent pas que ça se voit, mais de s'approprier les réussites d'un projet, tombent, très vite dans le ridicule, en fait, et ça passe très mal. Et on fait très attention à ça. Par exemple, Mmh. dans la conception des navires, on travaille toujours en groupe de travail. Donc là, encore une fois, c'est très collectif. Mmh. Donc on a des architectes, on a des spécialistes en calcul de structure, on a des spécialistes en gréement, des spécialistes en C'est météo, fascinant. des voilà, plein de en fait, on met un peu tous les savoir-faire autour de la table, Mmh. et y compris des gens qui sont, spécialistes en rien dans ce sujet-là. OK. Qui est un peu celui qui posera quelquefois des questions, idiotes, mais qui au moins, quelquefois fera rebondir un peu Mmh. les sujets. Hem Et on essaye autour de la table, on sera à peu près là une douzaine, là encore une fois pour, Grain de Sale 3, pour sa conception, ce qu'on appelle le preliminary design. Mmh. Donc c'est une sorte, d'avant-projet sommaire et on essaye d'avoir des gens qui n'ont pas de problème d'ego parce que c'est très important en fait. C'est-à-dire, une personne qui soit capable de sortir, une idée qui est une énorme connerie, qui va être repris par les autres et Ça on va lui concasse. dire: «Mais Ouais. qu'est-ce que tu as raconté là? C'est n'importe quoi» et qui va pas se lever furieux et quitter la réunion, vexé parce que voilà, son ego en a pris un coup. Donc C'est c'est quoi finalement comme compétence ça, quand tu zoomes, là-dessus, il y a quoi comme compétence? la Ou comme compétence, savoir-être? Qu'est-ce que le tu savoir-être, c'est, c'est plus imp enfin, c'est pas plus important, le savoir-faire est important, mais le savoir-être et le mmh. comportement, de la personne, Mmh. joue énormément, heu, dans l'ambiance générale et donc dans, finalement les Mmh.
les synergies, Et oui, mettre les cervelles en réseau comme on le fait oui, dans une réunion comme j'adore ça. ça. J'adore ce que tu dis là. Mettre les cervelles en réseau, elles sont vraiment mises en réseau. C'est-à-dire, on met le Extraordinaire. collectif au centre de tout. Ouais. Et donc, il faut accepter de sortir des conneries, il faut rebondir dessus, sans être, agressif Mmh. et c'est souvent en sortant d'ailleurs des énormités qu'on finit par trouver des solutions. Et un groupe Ce que tu dis là me touche particulièrement. Excuse-moi, je t'interromps ouais, juste, 2 secondes parce que, moi je suis superviseur et donc mon travail c'est de mettre les cervelles en réseau et de oui, travailler la dynamique groupale bien sûr. et voilà, je suis tellement, en ligne avec ce que tu dis, et pour avoir vécu l'inverse aussi à certains moments, enfin ça me touche, ce que tu dis. Voilà. Ah beh, ça fonctionne en fait, pour moi un groupe lorsqu'il est bien, constitué, lorsqu'il est Mmh. un un peu managé quand même, mais très peu finalement, c'est juste une machine à éviter les erreurs. Mmh. Voilà. Et les erreurs dans la conduite, d'un projet, dans la conduite d'une entreprise, on en fait régulièrement. Mmh. Il faut juste essayer de pas les refaire 2 fois. Lorsqu'on en fait une, faut un peu retenir la leçon. C'est ce que je dis à certains collaborateurs s'ils me posent des questions là-dessus. Ne les refaites pas 2 fois Mmh. et un groupe de travail est de toute façon beaucoup plus intelligent qu'un seul spécialiste, aussi brillant soit-il. Je partage aussi cette, C'est totalement, ça c'est vision. imparable, hein Mmh. et donc la conception de projets aussi, difficile et aussi compliqué que de concevoir un prototype, voilier cargo, que ce soit le 1, le 2 ou le 3, Mmh. il faut pas aller voir un architecte en lui disant: «Voilà, je veux faire à peu près ça, telle dimension, 150 mètres de long, 20 mètres de large, 90 mètres de haut, je reviens dans 6 mois, tu me montres tes plans. Si tu fais ça, tu es mort». Voilà et donc l'armateur que nous sommes, Mmh. doit aussi très bien connaître son sujet et doit avoir accumulé suffisamment d'expérience pour guider également les architectes, Mmh. pour être, oui, assez intrusif finalement, même auprès des chantiers navals, enfin c'est un travail, où il faut être sachant, oui, ça c'est clair, ouais. Travailler en groupe aussi. Ouais. Ouais, c'est le mélange entre, sachant et apprenant, Oui, c'est oui, fascinant franchement, on apprend tout le temps. ouais. Je voudrais parler de Grain de Sel 3, qui marque quand même Au tournant, oui. un tournant. Heu, j'ai 1000 et une questions et je vais juste, en poser une, mais je voudrais parler des membres d'équipage. Combien de membres d'équipage? Les specs un petit peu du bateau, qu'est-ce qu'il va y avoir en cale? Je pense qu'il y a plein de questions, Ce qu'est-ce qui que tu est pourrais le plus important dans ce navire, il y aura un peu plus d'équipage, on sera mmh, une 10-12 hein, sur ce navire, au lieu des 8 sur le Grain de Sail 2, donc là, il y a une économie d'échelle qui est assez intéressante. Mais surtout, on va basculer au conteneur. Donc là, on transporte de la palette, on transporte en gros 300 palettes sur, Grain de Sail 2. Là, on va sans doute arriver à 350 ou 400, peut-être 400 conteneurs cette fois-ci, waouh! sachant qu'un conteneur équivalent 20 pieds, ce qu'on appelle un EVP, donc Mmh, peut transporter, 10 à 11 palettes. Donc on arrive à 3 500 palettes. mmh. Donc là, on va encore multiplier par, Ouais, plus de 10 hein, largement c'est donc dimensionnant là, c'est pas d'ailleurs, non, j'ai dit, c'est 3 fois, donc on aurait donc 300 conteneurs équivalents 20 pieds. Oui, mmh, c'est ça, oui, enfin 3000, ouais. un peu plus de 3000 palettes. Donc là, on change de dimension, hein, très clairement. On va arriver à un navire, qui peut faire, quasiment entre, 6 000 et 10 000 tonnes, suivant les dimensions qu'on va lui donner. Waouh! On rentre un peu dans les habitudes de la supply chain, Mmh. habituelle, donc des conteneurs et là j'en vois là depuis tout à l'heure là devant mon nez, Oui, c'est c'est vrai assez qu'il y a rigolo. dans le décor du studio de Dans le podcast, pour ceux décor du qui n'ont pas studio, il y a des l'image, conteneurs. il y a des conteneurs à peu près partout sur les Voilà. vitres, donc ça fait écho à grain de sale. Ça fait écho à grain de sale et donc on est, évidemment parti sur le conteneur parce que les palettes, c'est bien pour explorer, Mmh. pour défricher, pour, apprendre beaucoup de ces navires et de la supply. Mmh. Mais très clairement, c'est pas possible très longtemps. OK. Nous, on a considéré que, voilà, un navire qui pouvait emporter 300, c'était très bien.
Au-delà, en fait, la palette, pour nous, est pas vraiment adaptée. Il faut basculer sur le conteneur. Mmh. Et on le fait donc pour des questions d'efficacité en question des questions de volume finalement transporté. Il faut pas rester dans l'anecdotique évidemment, il faut commencer à faire grossir tout ça et à trouver de l'économie d'échelle parce que le prix, descend évidemment avec l'économie d'échelle. Mmh. Le transport à la voile aujourd'hui est beaucoup plus cher que le transport, maritime classique parce que le pétrole coûte quasiment rien donc c'est pas très compliqué, hein. Un Mmh. litre de pétrole, c'est à peu près, 1,70 €, on va dire, 2 €. OK. Si tu dois pédaler, sur un vélo pour produire la même quantité d'énergie que peut produire un litre d'essence, tu vas pédaler 5 heures par jour pendant 3 semaines, week-end compris sur un vélo. Allez, c'est parti. C'est parti, Let's go. tu vas finir, Banzai. fit, hein, tu auras pas besoin d'aller à la salle. Donc énormément d'énergie dans un litre de pétrole Oui. et comme je suis un mec sympa, si tu as produit de l'énergie pour moi, je te verse un salaire évidemment à la fin de tes 3 semaines de travail et donc je te donnerai 2 €, qui est le coût d'un Formidable. litre d'essence. Formidable, donc avec ça, on comprend que le pétrole est évidemment, pardon, très, très efficace, Mmh. qu'il concentre une quantité d'énergie absolument colossale et qu'en plus ça coûte que dalle. Donc aujourd'hui, concurrencer avec des moyens, beaucoup plus écologiques, comme des voiliers cargo concurrencer, financièrement le transport maritime Mmh. traditionnel, c'est évidemment très compliqué. Surtout quand l'économie d'échelle est Oui. absolument massive. On arrive à des navires transconteneurs qui aujourd'hui peuvent transporter 24 000 boîtes, 24 000 EVP, équivalent 20 pieds, donc des conteneurs de 6 mètres de long. Nous, si on en transporte 350 ou 400, ce sera déjà très bien pour ce navire-là. Mais Mmh. on espère en fait pouvoir faire encore, à terme, grandir ces navires, mais on n'arrivera jamais à 24 000 boîtes. Donc on Mmh. donne à voir une évolution tarifaire vers le bas avec ces navires-là, mais on donne à voir également qu'il y aura une limite à l'exercice et qu'on ne Mmh. pourra pas remplacer, des transconteneurs, avec Bien sûr. des systèmes véliques, Ouais. avec des voiles. Mmh. Donc ça amène aussi à repenser la quantité des flux qui sont transportés dans le monde, aujourd'hui. Il y a à peu près 80 000 navires sur l'océan aujourd'hui, je parle de gros navires, hein, de transport. C'est peut-être un peu beaucoup, ouais, ouais, voilà. Intéressant et tu l'as dit, le vent est toujours constant sur l'Atlantique et il ne coûte pas plus cher Oui, d'une année sur l'autre. c'est ça. J'ai trouvé ça, L'avantage du transport à la voile, c'est que bien que plus cher aujourd'hui, dans 10 ans, il coûtera à peu près le même prix. Donc, on mmh, n'aura pas ces variations, on ne sera pas soumis aux variations énormes en fait de prix. ouais. Le pétrole, il va de toute façon, falloir apprendre à s'en passer parce que en 2040-2050, on ne pourra plus être livré des mêmes quantités de pétrole, que celles qu'on se fait livrer aujourd'hui. On pourrait tomber largement en dessous de la moitié, voire à 30 de ce qu'on nous livre aujourd'hui. Donc, Mmh, il faut nécessairement apprendre à faire, sans, le plus vite possible mmh, et donc il ne faut pas faire les choses à la marge. Heu et on doit, dès aujourd'hui, être assez radicaux dans nos changements et c'est pour ça que nous, on est partis sur des purs voiliers, qui, permettent de sortir évidemment on a un moteur à bord, on sort du port au moteur, on rentre dans le suivant au moteur, c'est obligatoire. On va pas sortir du port de Saint-Malo à la voile, hein, dans l'écluse, ce serait problématique. Mais après, une fois en eau libre, c'est à la voile et rien qu'à la voile et le challenge, en fait, est là et c'est comme ça qu'on réussit, en fait, à non pas réduire le bilan carbone, mais quasiment le tuer, quoi. Donc mmh, heu, par rapport au transport, aérien, on divise les émissions par 1000. Par rapport à donc on est à 1000 grammes, hein, 1000 grammes par tonne par kilomètre, transporté donc sur un avion. On est à 1 gramme ou 2 grammes avec un navire, grain sail, parce que ce sont des purs voiliers. mmh, Si c'est un navire hybride, on arrive à, 20-30 grammes, facilement, heu et les transconteneurs les plus performants aujourd'hui tournent autour de 10 grammes. mmh. Donc c'est assez performant en fait un transconteneur.
Clairement et c'est en ça que, oui, Grain de sel Voilà 3 est aussi ultra et concurrentiel, voilà, et va, il faut apporter beaucoup réussir de à bénéfices. descendre à 1 gramme ou 2 grammes. C'est Mmh. challenging, hein, Ouais, c'est j'imagine, je veux bien croire. voilà, ouais. Avant qu'on passe à on va dire la conclusion de notre échange sur, un format qui s'appelle la minute fast où, Oui. l'idée c'est de répondre un peu spontanément, ce qui te vient par rapport à 10 questions. J'ai quand même une question qui me vient sur les levées de fonds et parce qu'il y a aussi des dirigeants qui nous écoutent et je voulais juste te demander un peu librement comme ça, à ton avis, qu'est-ce que les investisseurs cherchent, le plus aujourd'hui dans un projet, et un projet comme le vôtre aussi? Est-ce que c'est une dimension environnementale, la solidité du modèle technico-économique, votre capacité à porter la vision, qu'est-ce qu'ils cherchent le plus? Et beh, tous les investisseurs ne sont pas à mettre dans le même panier déjà. Ouais. Ils sont tous très différents. Il y a des investisseurs qui vont chercher du sens. Ouais. Certains, de moins en moins nombreux, j'espère, vont chercher la rentabilité pure, même si la rentabilité est importante, hein, Ouais. évidemment, mais il faut pas mettre tous les critères, là-dessus. Mais de plus en plus, quand même, on trouve des investisseurs qui, cherchent vraiment du sens dans leur investissement Mmh. et qui investissent, dans des sociétés dites à impact, heu et donc ça montre quand même une orientation, en fait, de la finance, vers des investissements un peu plus responsables. Mmh. Je pense que hem, il est très bizarre, en fait, de penser, de continuer à penser que, l'économie peut être, hors sol quelque part. Que l'économie n'est pas, Mmh. extrêmement liée à l'environnement, que la finance n'est pas non plus liée à l'environnement. Mmh. L'économie Alors ne tout est fonctionne maillé. Ouais. que parce que la planète, reste en capacité de nous, fournir, des ressources, d'absorber les déchets Mmh. et d'avoir donc ce côté, durable. La finance s'en rend compte actuellement, le monde économique s'en rend compte également. Mmh. On n'est plus dans les années 70 qui étaient des années, super, hein. Moi, je suis né en 67, c'était des années, waouh, relax, hein, tout allait bien, les 30 glorieuses et cetera. Mais maintenant, voilà, il faut regarder les choses différemment. Mais c'est pas une punition, c'est quelque chose de sympa. Il y a tout à construire, on doit changer le monde, et on y va, oui. Mmh. Quand on débute une activité avec des techniques, utilisées par Magellan en 1515, est-ce qu'on a toujours besoin de savoir lire les astres, pour piloter? On a, dans les navires évidemment, des GPS, on a plein de Mmh. systèmes très modernes qui nous permettent de savoir plein de choses sur la météo, sur le positionnement, sur absolument tout. Mmh. Mais, réglementairement et c'est utilisé, on a aussi des sextants à bord qui permettent de se positionner très précisément, Mmh. simplement en lisant la position des étoiles ou du soleil en fait hem, les marins de commerce, ce sont des gens, très bien formés, ça Mmh. vraiment. Même si c'est variable, hein, il y a différentes compétences évidemment, mais quand même globalement, je trouve que, tous ces marins que j'ai croisés, m'ont toujours un peu étonné par le côté pluridisciplinaire en fait de leur, formation Mmh. et ils savent, naviguer à la voile, ils savent naviguer, avec un sextant, ils savent faire les choses comme on le faisait avant. Mmh. Mais, faut bien reconnaître quand même aujourd'hui le principal changement entre la navigation qu'on pratiquait en 1900 et celle qu'on pratique maintenant, c'est la lecture, des systèmes météo avec les satellites. Ça a énormément changé la navigation. Mmh. On est capable en fait d'avoir des prévisions, de savoir dans quel système météo on se trouve, dans quel système météo on va se trouver, OK. dans 2 ou 3 jours et c'est ça qui fait l'efficacité aujourd'hui du transport à la voile, Mmh. avec l'augmentation de l'efficacité des systèmes véliques et des bateaux. Donc c'est un tout qui, finalement donne aujourd'hui à voir une filière, la filière vélique, qui a tout pour se développer très fortement. Mais il faut construire pas à pas des prototypes démonstrateurs qui vont nous permettre, tous dans la filière d'acquérir en fait cette expérience pour, Mmh. construire de mieux en mieux et exploiter de mieux en mieux. Ouais. Comment tu fais pour gérer ton énergie, Olivier? Je fais pas mal de sport, j'aime bien ça. Je fais de la musique,
Donc je fais Ouais, des j'ai choses entendu très ça. différentes. On partage ça aussi, je suis ouais, Voilà, génial. j'accepte aussi de m'ennuyer de temps en temps pour regarder cette part, créative, mais l'énergie vient principalement de la passion autour de ce projet-là. Mmh. J'ai toujours dit, à pas mal de gens, hein, «Donnez-moi, une entreprise qui bosse, par exemple, dans l'informatique ou la comptabilité à développer et à gérer, moi je vous la coule en 3 semaines, sans problème, quoi». C'est juste que, c'est un truc qui me parlera pas et ce sera pas moi donc Ce en sera fait, pas ça toi, ce va sera pas pas marcher. aligné? Je vais pas être crédible, les gens ils vont me regarder, ils me «Mais tu un charlot toi!» C'est, Ouais, tu pas à ta place, hein, voilà et si OK. tu pas à ta place, c'est mort. Mmh. Ouais, c'est Et c'est valable pour tout le monde ça. une super phrase. J'incite tout le monde à essayer de devenir ou de s'approcher le plus possible de la personne qu'on est vraiment. Et Mmh. ça, c'est de l'intuition, ouais. Si on mettait une musique maintenant, tu mettrais quoi? Pink Floyd, Pink Floyd? Dark Side of the Moon. OK, excellent. J'ai une question aussi juste avant de passer aux fast minutes. C'est quoi pour toi ce qui nourrit des bonnes relations, selon toi? Parce que la place de l'humain est importante chez Grain de Sale, dans une entreprise aussi, voilà, successful. C'est quoi pour toi ce qui nourrit des bonnes relations humaines en général? C'est de s'intéresser à l'autre. S'intéresser à l'autre. On n'apprend jamais autant que par, le contact avec, les autres et par des discussions. Mmh. Je vois trop souvent des gens parler d'eux tout le temps, parler de ce qu'ils font, de ce qu'ils ont fait, de ce qu'ils vont faire, de moi et Mmh, le mmh, mmh. plus intéressant pourtant, ça me semble absolument évident, c'est peut-être de parler un peu de soi si on vous pose des questions, si on te demande, ce que tu fais et cetera et moi, on me pose souvent les questions, mais je préfère largement, en fait, m'intéresser à ce qu'a fait l'autre. C'est Mmh. là où c'est intéressant. Moi, j'ai appris énormément, en fait, du contact avec des personnes X, Y, Z de tout niveau, de tout niveau. Et il y a toujours du bon chez quelqu'un et on trouve toujours des choses intéressantes. C'est Il bon, attends. suffit de Ah, de prendre la patience, en fait oui. et on est quelquefois très surpris et moi, j'ai croisé des gens qui étaient tellement plus compétents que moi dans leur domaine, ça fait plaisir à voir, ouais. Mmh. S'intéresser à l'autre. Ah oui. Il y a toujours du bon chez les autres. Effectivement, en tout cas, c'est bon à entendre. On dit souvent: «Ça va sans dire», mais c'est mieux en le Ah non, disant. non, mais c'est la stricte Ouais. vérité, ouais. Et je te propose qu'on passe, à ce format, Vas-y, que vas-y, j'appelle le fast minute en ping-pong. Tu prêt? vas-y. C'est quoi ta plus grande peur? Ah! Ça, c'est difficile, ouais. Hem, Ne pas prendre de plaisir dans ce que je fais, oui. Mmh. Qu'est-ce qui te rend bizarre? De rencontrer des gens bizarres que je ne comprends pas. Ouais. Qu'est-ce que tu trouves beau? Ce qui me touche le plus, c'est sans doute la musique. C'est Mmh. un beau morceau, c'est étonnant de voir à quel point un morceau peut, Mmh. créer des émotions, voilà. Ouais. Tu en aurais un qui te vient en tête là maintenant comme ça? Bah, je pense à Pink Floyd, par Ouais. exemple et il y avait, une choriste, hein, dans Dark Side of the Moon qui fait un solo à un moment qui est absolument, effarant, en fait, et c'est là, oui, ça touche, il y a une forme de grâce, en fait, dans ce morceau donc J'invite waouh. tout le monde à le noter sur son carnet et aller voir ça juste Ah après le oui. podcast. C'est quand la dernière fois que tu as ri aux larmes? Oh, c'est arrivé, assez souvent, avec les enfants, oui, c'est arrivé, cet été, par exemple. On a j'ai bossé un peu avec eux, on a monté un petit projet de food truck, avec eux et ouais, quelquefois, on s'est vraiment bien marré, ouais. C'était OK. cool, ouais. C'est quand la dernière fois que tu as eu peur? Vraiment peur, ouais, je me suis fraqué une fois en parapente quand même, là, je suis pas passé loin de la correctionnelle. C'était une petite erreur de lecture météo et le vent a tourné au dernier moment lorsque j'étais en train de me poser donc je me suis posé dans ce qu'on appelle des rouleaux, Oh waouh! et là, ouais, ouais, je suis parti en autorotation et je me suis fraqué, hein. J'ai fait une chute je pense une bonne vingtaine, ouais, 20 m à peu près et ouais, l'accélération était assez forte, ouais, donc là, j'ai eu un peu les jetons parce que j'aurais pu finir dans une chaise roulante, ouais, donc
Et finalement, la bête était solide et je me suis relevé et grâce à ma sellette, en fait, ça s'est bien passé. Mais ouais, là, c'était chaud patate, ouais. Waouh! Waouh, waouh, waouh. Le pire conseil qu'on t'ait donné? Roh! Pouah, il y en a plein, Ce qui te vient, hein. pire conseil, prends pas de risque, ouais. Ouais. Prends pas de risque, ouais. Non, non, n'y va pas, attends. Personne n'a jamais fait ça. Non, non, faut pas y aller là. Enfin, franchement, tu te rends pas compte de ce que tu fais là. Oui, je sais, ça t'intéresse, tu es passionné par ça, mais non, non, n'y va pas. Des bateaux, une chocolaterie? Ouais, ouais, c'est, bah, non, hein. Le meilleur qu'on t'ait donné? Ah, le meilleur qu'on m'ait donné, c'est, vraiment, fais-toi confiance. Oui, si tu sens quelque chose, si vraiment, ça vibre, s'il y a quelque chose qui fait évidence, vas-y. Mmh. Le dernier morceau que tu as écouté? C'était du jazz, c'est un saxophoniste, français qui s'appelle, comment il s'appelle déjà? Herbier ou je sais plus, un mec, mais d'une vélocité absolument, extraordinaire et il a Mmh. toujours un son d'une qualité, incroyable. C'est du jazz, hein, c'est toujours du jazz, en J'adore. fait, ouais. Ça OK, génial. ouais. Je pense qu'il y a une communauté, je sais qu'il y a une communauté, c'est pas je dis, je pense, je sais qu'il y a une communauté de personnes qui écoutent du jazz aussi Ah à oui, travers oui, Dialogue Humain, dont, René David et cetera. Donc, génial, ça va trouver son public. c'est sûr. S'il y avait quelque chose à refaire, qu'est-ce que tu ferais différemment? Je préfère dire que je ne referai pas, en fait, les choses, différemment. Parce que ça sert à rien d'essayer de refaire le passé. Ce qui est fait et ce qui est fait constitue une expérience. Mmh. Qu'elle soit bonne ou mauvaise, on apprend de cette expérience. Donc il faut pas chercher à refaire, le passé. C'est non, 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 On avance, on avance, on ouais, avance. ouais. S'il y avait un livre, Mais en retenant l'expérience, hein, ouais? il est important d'être capable, surtout sur des choses difficiles, de traverser déjà ces choses difficiles Mmh. et d'en tirer des enseignements, en fait, hein. C'est Mmh. Et je sais qu'on a parlé d'antifragilité ensemble, en ah oui, off, tout à fait. Nassim Nicolas Taleb et de robustesse. Oui. Si tu avais 3 mots pour définir ça, tu dirais quoi? Bah, aujourd'hui, enfin, quand on regarde, alors là, si on regarde un peu derrière, on est dans un monde où on a plutôt privilégié la performance, très clairement. Mais la performance, ça va un temps, mais lorsqu'il y a des limites qui commencent à poindre, des limites en termes de ressources, des limites en termes de pollution excessive, des limites dans un monde qui devient de plus en plus instable. Aujourd'hui, ça devient instable en termes environnemental, ça devient instable en termes social, en termes géopolitiques, on le voit partout dans le monde. Et dans un monde qui devient de plus en plus instable, il faut plutôt chercher à se réorienter vers la robustesse que vers la performance. Heu, la, la robustesse, c'est pas la résilience. La Mmh. résilience, c'est se C'est casser la important gueule et ça. se relever plusieurs fois, mais bon, à la fin, ça finit par être usant. La robustesse, c'est se créer plus de marge pour bien que, prenant des secousses, on va continuer à avancer et on va pouvoir rester debout, en fait. Mmh. Donc C'est il intéressant. faut trouver le moyen d'élargir les marges. Donc, dans une entreprise, ça peut être, d'avoir un peu plus de stock. Ça veut dire de moins détruire évidemment l'environnement pour essayer de limiter Mmh. les secousses et cetera. Enfin, c'est tout un ensemble de choses, et on doit vraiment chercher la robustesse. Par exemple, sur nos navires, nous, on se méfie beaucoup de la performance, sur ces navires-là. On connaît l'Atlantique Nord en hiver lorsqu'on fait du prêt et très clairement, c'est de la robustesse d'abord Mmh. Avant la vitesse de et carène, oh là là, avant oui, oui, la attention, performance, là, je connais des projets dont certains s'imaginent pouvoir, débouler à 13 ou 15 nœuds à pleine balle en Atlantique Nord, ils ne comprennent pas du tout le sujet. ouais. Ils vont prendre très cher. C'est, Humilité, robustesse. humilité, robustesse, c'est évident. C'est, le monde aujourd'hui de la performance,
il faut s'en méfier. Non pas qu'il Mmh. faille totalement, écarter la performance, mais il faut trouver l'entre-deux, en fait, hein. C'est voilà et si on prend la performance et qu'on fait 2 cercles et qu'on trouve une zone au milieu de recouvrement, on va dire qu'au milieu, ce sera un peu le bon sens marin ou le bon sens paysan. J'adore. C'est, Mmh. c quand on achète quelque chose, on achète les emmerdes qui vont avec, hein. Faut jamais oublier ça. Donc, la simplicité, la robustesse, le bon sens marin dans Mmh. la conception des objets, c'est quelque chose de central, oui. Mmh. Génial. Est-ce qu'il y a un livre qui t'a transformé, ou qui vraiment, pour toi a créé un déclic, une prise de conscience, quelque chose qui t'accompagne, qu'est-ce qui te vient? J'avais lu un livre sur, l'économie hydrogène de Jeremy Rifkin. C'est l'un des grands, gourous, hein, de l'économie, hydrogène et également des problématiques, énergétiques. J'avais trouvé ça intéressant et en fait, je comprends maintenant que, ce livre-là, aura du mal à trouver ses applications parce que l'hydrogène c'est une fausse solution, en fait, pour moi. Mais, j'avais réussi, en fait, à le lire en restant assez critique, finalement. Ils étaient très bien écrits. C'est un livre qui aurait pu totalement m'embarquer. Mais en fait, je m'en suis méfié, j'ai eu un esprit critique et je pense que j'avais raison à l'époque. En fait, il n'était pas si pertinent que ça, voilà. Et puis je vois, Le Monde sans fin là, écrit par Janco? Jean-Marc Mmh. Jancovici et ouais, c'est pas mal, c'est intéressant même si je partage pas toutes les conclusions. Mmh. En tout cas, la première partie qui est la partie analyse des grandes, grandeurs finalement, Oui. des grandeurs physiques et cetera. Mmh. Là, je m'y retrouve bien parce que moi, je suis énergéticien également, donc je trouve que Mmh. c'est très juste et que ça a été, très bien vulgarisé surtout. Oui. Les chiffres sont justes, oui, ça, en grande partie, aucun problème. Je partageais moins l'enthousiasme effréné sur, le nucléaire, enfin et surtout l'opposition, assez marquée, sur les énergies renouvelables, Mmh. mais Jean-Marc Jancovici a pas mal évolué, lui également et je lui reconnais d'ailleurs cette valeur. C'est quelqu'un qui quand même assez régulièrement se remet en cause et il y a une forme d'humilité également chez ce gars-là, je trouve qui est pas mal quoi, ouais. Donc un bouquin à conseiller, ouais, très très clairement, ouais. Mmh. Merci. Et quel film, est-ce que tu aimerais revoir? Un peu comme si c'était la première fois? Pouah, et Tarantino, je J'adore les Tarantino. Il y a lequel qui Inglourious te vient? Bastard, par exemple, Inglourious est un Basterds, film incroyable. absolument invraisemblable, en fait. Ah, c'est bouleversant. C'est extraordinaire ou, Once Upon a Time in Hollywood, mais c'est Mmh. juste, c'est voilà, Tarantino, oui, Mmh. très clairement, c'est juste, absolument génial, quoi. C'est Mmh. j'en j'en rigole rien qu'en parlant, ouais, ouais, C'est clair. ouais. Ah, c'est génial. On a fait du tricotage, on a exploré plein de dimensions passionnantes et on a compris comment avancer, aussi, en tant que dirigeant et la méthodo pour passer de l'idée au réel dans un projet et on arrive sur la fin de notre entretien et peut-être, si tu avais une liberté, temporelle totale, Olivier, et que tu pourrais, boire un café, grain de sel aujourd'hui, avec quelqu'un qui t'inspire, pas un café capsule en métal, hein, désolé Georges Clooney, mais si tu peux boire un café avec quelqu'un qui t'inspire, vivant ou fictif ou autre, tu dirais que c'est qui? J'irai discuter avec Janco justement, avec Jean-Marc Jancovici. Oui, je le trouve sympa ce gars-là, quand même. Il a un côté très, très dur, hein, parfois avec, les personnes qu'il rencontre. Il est capable en fait de leur mettre le nez dans la merde, hein, souvent et de leur dire: «Non, non, mais là, ce que vous faites, ça va pas marcher en fait, arrêtez de Il est rêver» très et je trouve direct. j'aime bien en fait ce côté cash finalement Oui. et ça s'appuie sur, quand même des connaissances et des compétences, réelles donc ouais, c'est plutôt pas mal, ouais. Mmh. J'aime bien ce gars-là, ouais. OK. OK. S'il nous écoute en tout cas, Mais oui, il serait le bienvenu pour échanger avec j'espère toi, qu'il Olivier. écoutera, ouais. Et si tu avais pas forcément dire conseil, mais peut-être une piste, ou un message pour les jeunes générations, une bouteille à la mer, parce qu'on parle pas mal de l'univers marin. Qu'est-ce que tu pourrais dire aux plus jeunes entrepreneurs qui nous écoutent?
Suivez votre voie et ne copiez pas ce qu'on a fait, essayez de vous inspirer peut-être de certaines bonnes choses, mais quand je dis «on», je m'inclus dedans. En fait, les générations là, passées, hein, ont quand même, fait pas mal de dégâts. Il y a eu des progrès considérables dans pas mal de domaines, mais heu, ce qu'on a décrit comme étant le progrès, ne l'a clairement pas toujours été, ouais. Donc essayez de changer le monde, ouais. Et sans retenue, hein. Et ne faites Sans pas les retenue. choses à la marge, quoi. Soyez extrême, hein. Je pense pas Super. extrême droite du tout, hein. Non, Soyez j'entends, mais extrême pousser les dans, barrières et dans vos engagements, ouais, bien sûr. allez-y sans retenue parce qu'il y Mmh. a il y a il y a matière là, hein. Il y a beaucoup à faire, ouais, Il y a matière. Il y a du matériau pour travailler. c'est sûr. Si tu pouvais passer le flambeau à quelqu'un, le micro à quelqu'un, là, pour un prochain épisode, tu dirais qui, Ouf! Olivier? Là, je sais pas du tout, pas à mon frère parce qu'il lui, il est déjà passé ici, mais je sais pas, Quelqu'un qui t'inspire, quelqu'un qui te vient? Dans les dirigeants qui dirigent avec le cœur, ou bien quelque chose, de plus large, dans un autre univers, qui te passionne? Plutôt un oui, plutôt un artiste dans ces cas-là ou oui, j'ai plus son nom, mais Prends le temps. des spécialistes en fait en mécanique, quantique, OK, qui sauront en fait, expliquer, l'incompréhensible. j'adore. Bon, je Heu suis en train d'essayer de voir avec Étienne Klein, si c'est possible d'échanger. Étienne Klein, ça pourrait être, C'est très énorme, bien mais parce que, il est important quand même de se rendre compte, que notre propre intelligence, est évidemment, limitée et que nous ne comprenons quasiment rien de ce qui nous entoure mmh, et la mécanique, quantique, appuyée par des faits, très scientifiques, hein, et oui, mesurés, oui, nous donne à voir un monde, totalement, invraisemblable, que ce soit par le phénomène de l'intrication, par exemple, ou les simples fentes de Young là, il y a des mmh, choses qui se produisent sur, ces phénomènes-là qui sont, invraisemblables. Et ça amène une part d'humilité, je pense, dans tout être humain, normalement constitué qui s'intéresse un peu à ça. Hem, il faut pas imaginer qu'on est en contrôle de grand chose, en fait, voilà. Et oui, invite, si tu peux, oui, un spécialiste de ces choses-là. Moi, je ne suis pas un croyant au sens religieux du terme, mais je crois quand même que le grand tout nous échappe totalement, oui. Ça, mon avis, il y a un truc bizarre quand même. Et j'adore, ouais. génial. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, Olivier? Beh, qu'on réussisse au travers du projet, Grain de Sale à montrer que, oui, certes, il y a des problèmes, mais que tout ça peut rester, aussi assez enthousiasmant finalement. Et il nous reste à concevoir un futur plus réaliste, plus désirable, avec plus de sens. Et c'est pas plus désirable en termes de quantité de biens à posséder, mais plus désirable parce qu'on va trouver plus de sens en fait dans ce qu'on fera. Et donc nous, il faut qu'on réussisse à tenir le choc dans ce monde qui devient de plus en plus instable, oui, de toute évidence, ouais. Mmh. Merci On beaucoup, verra. Olivier, d'être venu parler au Merci à toi micro, Vincent, pas de problème. c'était génial. Merci d'être venu et merci à vous aussi d'être là. Donc je termine évidemment, parce que sans vous, il y a rien qui existe, tout simplement. Donc merci d'être de plus nombreuses et nombreux, à m'écrire aussi sur LinkedIn, à me proposer des invités, à faire des feedbacks, sur ce que vous avez ressenti dans un épisode, à vous connecter aussi avec les invités comme Olivier et n'hésitez pas à vraiment, le faire, et de continuer de le faire. Merci beaucoup, ça m'aide énormément.